Oui, c'est l'ancienne Turquie, c'est actuel encore. C'est en vrai en plus. Aujourd'hui, je suis dans une parloir très inhabituelle. Je suis dans une dergah, Şarkulu dergahı. C'est une sorte de, disons, monastère ou un lieu d'études, donc une sorte d'université de Shia, de l'obéissance Shia en islam. Et à la fois, c'est un lieu de recueillement. Autrement dit, c'est un lieu de ascèse. Et tout ce qui implique comme humiliation, auto-humiliation, ascèse, jeûne et méditation profonde pour un voyage initiatique, bien sûr. À la fin,
Je ne sais pas. Il y a des années, pas très anciennement, mais j'ai quelques souvenirs très forts. Dans ses états actuels restaurés, je l'ai connu il y a au moins 4-5 ans. Et la ville autour de ce lieu, avec grand jardin, a évolué quand même avec le temps. Et maintenant, c'est presque disparu comme point dans la ville. Donc, c'était difficile de retrouver Şarkulu Dergahı. Donc, mais il y a 30 ans, effectivement, c'était une petite bâtiment très historique, moitié détruite, mais avec une tour très très longue. J'ai remarqué que tout est restauré, mais dans une dimension réduite, je dirais. La tour me semble très petite aujourd'hui. Mais la tour est très importante, mais tout ce qui c'était très important pour moi, parce que ça le rendait visible immédiatement dans la ville. Mais il y avait beaucoup moins de bâtiments urbains autour de ce lieu. Pour moi, c'est sacré. Mais quand c'était détruit, comme un temple détruit, c'était encore plus sacré, parce que ça cachait une histoire, une sorte de mystère. Et la tour est autrement intéressante parce que déjà, il y a 30 ans, les cigognes, c'était devenu rare à Istanbul, parce que Istanbul se trouve sur leur lieu d'immigration annuel. Et les cigognes, rares des cigognes, venaient se poser pendant une été sur cette tour de Şarkulu Dergahı. Donc, c'était symbole de la vivacité écologique du système à Istanbul. Mais aujourd'hui, en fait, aucune cigogne ne se poserait pas. Mais les cigognes encore, ils font leur immigration sur les cieux d'Istanbul. Ça ne s'est pas changé. Il faut être dans un moment de bonheur, parce que ça porte du bonheur, voir en printemps leurs immigrations pour les terres chaudes, etc. Bon, je suis venu comme ça, sans me préparer, comme toujours, c'est-à-dire sans rechercher l'historique de Şarkulu. Ce quartier, en fait, s'appelle précisément Merdivenköy. C'est un village, vraiment, il a 30-35 ans. Une sorte de bidonville, village où le lieu de champ, en fait, pour faire des potagers. Donc, c'était un endroit assez verdure, dans le côté asiatique de la ville. Mais, si je ne me trompe, en fait, Şarkulu, ce personnage a une histoire précise, bien sûr, mais plutôt dans le côté asiatique, donc loin de la ville urbanisée de Byzance, et pendant l'époque byzantine et avant la conquête de Byzance, les Turcs, les missionnaires, disons, comme avant-garde, choisissaient des terres pour s'installer avant la conquête, en fait. Et la partie asiatique, c'était propice pour ça. Dans les livres anciens, on parle des personnages comme ça, les avant-gardes missionnaires, qui sont venus à s'installer tranquillement, et ils ont fondé leur petite école coranique et mystique. Il me semble que Şarkulu, c'est l'un de ces personnages-là. Il y en a encore plus mythiques vers Beykoz, dans le nord du Bosphore. Voilà, mais certains, ceux qui sont mythiques, c'était déjà saintes
ou une sorte de personnage religieux pour les Grecs de Byzance aussi. Donc il y a sûrement des confusions, des assimilations de ces personnages. D'une part, ça représente sainteté chrétienne ou les petits miracles qui a eu lieu. Et puis les mêmes endroits, presque, dans le lieu il y a une insistance. C'est toujours le lieu qui est sacré dans cette ère-là, avant que la sainteté s'installe sur ce lieu pour affirmer le lieu, pour approprier le lieu. Donc, hier aussi, on parlait de ces lieux, mémoire des lieux, et on concluait que rien n'aura lieu que le lieu. Bon, on sait que le lieu sacré était évité dans la pensée d'Emmanuel Lévinas au profit d'une certaine sainteté de comportement et de la personnalité. Ça, on va y retourner. Pour l'instant, je ne peux pas faire l'analyse profondément, mais le lieu, c'est plus facile à analyser parce que le lieu garde apparemment plus facilement mémoire. J'ai photographié quelques morceaux de pierre tombale qui existaient parce qu'à Merdevinqueuil, il y a des vastes cimetières maintenant divisés avec les grandes artères, rues, boulevards. Mais les cimetières ne sont pas complètement disparus. Mais malheur est que les anciens, les plus sacrés, les plus antiques, sont disparus apparemment et ramassés, mis en côté. Mais il y a 4 ou 5 ans, il y avait encore plus, je crois. Et tous les bâtiments sont rénovés, donc on ne trouve plus ces calligraphies ou les petites miniatures qui ornaient les murs. J'ai vu des tables de pique-nique dans le jardin. Là, les gens, ils ont grabouillé, ils ont écrit des choses. Ces dessins sont plus intéressants parce que autour de moi, je ne vois pas le dessin qui est pourtant propre dans le monde de Shia, chez les Alévites, qui n'existe pas. Par contre, dans le monde sunnite, sauf quelques calligraphies abstraites, voilà, en gros et en général, c'est ça. Donc, ce qui est photographié, c'était un abattoir en terre, en creux, mais complètement modernisé, mais c'est encore bizarre en fait. Ça ressemble à un creux, une sorte d'abîme pour abattoir en multiple. Abattoir pour les animaux, pour le bétail. Il y a un autre abattoir, c'est public, c'est juste au milieu d'une place avec les sièges, donc c'est devant tout le monde, devant comme un spectacle. Ça, j'imagine la foule, le moment de spectacle et distribution, bien sûr, de la viande et repas, etc. Bon, donc c'est une culture de sacrifice et de tombeaux, mais les tombeaux sont amoindris, mais le sacrifice d'animal est resté quand même donc à une pérennité. Et ça se mange, on se réunit, c'est normal et tout. Mais les préceptes de leur obéissance ne se résument pas à ça, j'espère, et je sais. Mais actuellement, en fait, il faut faire l'état des choses comme nous faisons partout ailleurs. Oui, c'est un lieu de recueil parce qu'il y a des petites maisons ou chambres réservées pour ça. Mais authentiquement, autant que je connais, c'était des véritables cellules. Non pas ici, j'ai vu ailleurs en fait. C'est en pleine ville, à Djalolou. C'était une
bureau officiel d'État, il y avait des fonctionnaires, tout était modernisé, mais les cellules en pierre, sans fenêtre, très très étroite, c'était réservé. C'était vraiment comme une prison et c'était très serré. C'est impressionnant. C'est comme un tombeau vivant, un sarcophage vivant. Ça, c'est impressionnant, mais complètement modernisé, éclairé comme un musée. Mais c'est très difficile de le retrouver. Je vais y chercher. Ici, c'est plutôt populaire. Il n'y a pas de sévère ascèse chez les Alévites. C'est plutôt, ils chantent, ils dansent. Voilà, c'est pas une secte d'élite. C'est pour la popularité. Et le mot Shahkoulou, je n'interprétais pas sans savoir, mais le mot Shah, c'est pas Padishah sunnite, mais ça renvoie à l'autre roi de Perse qu'on appelle toujours Shah. Donc, rapport et renvoi au Shah, qui est l'un des attributs de Dieu, bien sûr, il ne s'agit pas de pouvoir souverain uniquement. C'était une sorte de marque de différence des Alévites. Cette référence lointaine aux terres persiques, toute la querelle politique à l'intérieur d'Anatolie liée à ces histoires, mais ce n'est pas pour l'instant notre sujet. Donc, comme ce n'est pas un lieu déserté, mais rénové, restauré et vivant, et il y a des visiteurs, et je ne suis pas très à l'aise. Je ne suis pas complètement dans mon assise aujourd'hui. J'ai une difficulté de trouver un bon coin déco pour ouvrir, pour inaugurer le parloir de ce soir. En plus, le temps nous presse parce que ça va se fermer dans 45 minutes. Quant à la raison pour laquelle je suis ici, je n'ai pas d'explication toujours, mais cette fois-ci, je peux en donner une. C'est pas pour une raison objective d'historicité, je ne suis pas rapporteur, je ne suis pas savant non plus sur le sujet. Mais c'est l'expérience subjective que j'ai vécue dans l'époque qui suivait le décès de mon père. Finalement, notre quartier parental n'est pas très loin d'ici. C'est en marchant dans 20 minutes, on peut s'y rendre. Et quand j'ai dit fermeture, j'ai pensé parce que l'autre fois, il y a donc 5 ans, et je me suis enfermé ici et je n'ai pas remarqué que la fermeture était réalisée. Donc, à l'aide d'un gardien que j'ai trouvé la sortie. C'est une cloître fermée donc. Et j'ai passé de très moments intenses dans ce jardin-là. Là, effectivement, c'était l'époque de la rédaction de mon œuvre Ateşkene, autrement dit Heftpenç, donc sous l'influence complètement persique et des croyances hétérodoxes, etc. C'était un lieu retrouvé pour moi à l'époque et c'était un moment d'intensité pendant lequel j'ai écrit une série de poèmes qui sont intitulés, grâce à cette cigogne d'antan, les poèmes à cigogne, ou autrement les şiirler, on peut le traduire comme les poèmes avec des cigognes. Pour dire que les poèmes ne sont pas tout à fait dédiés aux cigognes, mais le poème même porte la marque de cigogne. Pourquoi, je ne sais pas. Cigogne, c'est très élégante comme oiseau, et c'est nostalgique, c'est bonne nouvelle, ça porte bonne nouvelle, ça porte bonne santé et bonne chance. Tout cigogne, ça renvoie à un avenir, c'est promettant, etc. Et c'est gai avant tout, cigogne, et surtout les poèmes à cigogne
à première vue, ça n'a aucune tristesse, donc c'est gai et c'est comme pour chanter en fait. Les cigognes, ça chante. Mais c'est pas vrai, peut-être le contenu des poèmes, c'était retrait, peut-être, je n'interpréterai pas, mais les poèmes à cigogne, ça fermait plutôt l'œuvre, c'était vers ses fins, donc c'était après la tragédie, une sorte de fermeture et réouverture à la vie. C'était une sorte de renaissance après un grand événement tragique de ma vie personnelle ou universalisé dans le terme de tragédie, d'hétérodoxie, disons, parce que tout est tragique dans cette histoire, surtout l'histoire de sainteté, ça veut dire martyrdom. Tout est, et il s'agit d'une secte populaire concernant les martyrs plutôt en fait, sacrifice, martyr et obsession concernant martyrs. Donc, c'est le lieu de faire une tragédie moderne ou postmoderne sans avoir un martyr, sauf le soi, for moi. Les clichés là, les poèmes avec des cigognes, c'est comme des petites peintures, de miniatures, avec de petites cigognes partout, ornementées, ça donne cet air de gaieté et légèreté. Pourtant, cigogne, c'est avec un seul pied, attend, et il guette les lointains, l'horizon. Il connaît plus que nous le monde, le cosmos, toutes les courants d'air, toute l'étendue. Il n'a pas aigle, il n'a pas phénix, ça n'a rien à voir. Il connaît l'écologie, il connaît l'Afrique, il connaît l'Europe et il connaît là où il est stationné. Voilà, donc c'est plus connaissant que l'homme, presque. Et il est citadin en fait, son habitation est très liée à l'habitation humaine aussi. Il n'est pas sauvage, et il n'est pas chasseur, il porte bonheur. Donc les poèmes cigognes, on ne peut pas faire une tragédie, mais une résolution de tragédie. Donc les images des oiseaux dans la miniature fresque persane, leur élégance, leur minceur raffinée ma touche. Et s'il y a une ligne virtuelle entre Chine, les dessins des dragons à voile, qui sont assez terrifiants pour faire peur. En Iran, c'est raffiné, devenu d'une sublimité, en retrait. Et chez les Ottomans, c'est devenu complètement peut-être ornemental, mais en symbolique, leur valeur encore valable peut-être pour les initiés. Vous savez, dans notre culture, c'est les petites bébés, ça vient avec les cigognes. Hein. Aucun bébé ne vient pas du ventre de sa mère, mais apporté toujours par les cigognes. Donc, d'où vient-il le bébé? La réponse, c'est les cigognes qui l'ont amené, mon enfant. Donc, il est bien qu'il reste un lieu de, quand même, religieux, obéissance, parce que la ville, surtout ce côté-là, en plein développement sauvage, il y a très peu de gens qui connaissent encore l'existence de ce lieu, encore moins son histoire, encore moins les gens qui s'y fréquentent. Il y a une grande hostilité après 15 juillet, encore plus prononcée,
contre les autres obéissances à l'intérieur même de l'islam. Donc il y a un énorme privilège de sunnis en Turquie et on veut garder avec toute l'histoire tragique cette supériorité des sunnis. Il y a un prosélytisme énorme. Et tout est presque expulsé d'un coup, parce que ça existait un commencement de parole concernant de la part des Alévites, très timide, très rudimentaire, mais ça c'est complètement expulsé et rayé par les médias. Donc c'est pour ça que pour moi, il était urgent de venir ici, peut-être pour montrer ma solidarité, bien sûr, mais plutôt autosolidarité, fidélité à soi, nécessité ça, surtout après avoir dit telle chose hier concernant mon œuvre, comme épisode de ma vie, Ateş Gene, donc le feu, le cendre. Ici, ce petit lieu restauré, c'est un peu phénix renaît des cendres. Mais est-ce bien de renaître de ces cendres en voyant l'état des choses? Oui, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Phénix, ça devrait être encore brûlé peut-être, enfin. C'est-à-dire les cendres nous inspirent plus. Un lieu, plus qu'un lieu vivant, un lieu de sacrifice vivant. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice, mais il y a l'esprit de sacrifice. Il y a une petite salle de conférence, des boutiques pour les touristes, etc. Donc, on veut que ce soit un lieu de culture, d'échange, et petit atelier de création, de peinture, peut-être des miniatures seulement, et la musique. Et oui, la musique est encore le plus important. Le poème Assine, le poème Assigoin. Il pourrait y avoir un petit bassin ici avec les cygnes, en attendant les cigognes à retourner. Mais il n'y en a pas, mais c'est bien ici. Et je parle même pas des tours, c'est-à-dire des gratte-ciel qui entourent quand même ce quartier. Et c'est peut-être à cause de ça la tour de cette maîtresse Dergah rapetit devant mes yeux. Alors, qu'est-ce que c'était Ateş Gene en fait? Le mot, je ne sais même pas si ça existe, mais je l'ai inventé peut-être. C'est une sorte de crématoire en fait. C'est Ateş, ça veut dire feu. Gene, c'est une sorte en persan, je suppose, comme Kıblegah. Ça renvoie à un lieu, le lieu consacré pour le feu qui consacre. Le feu consacré, le lieu consacré au feu. Voilà, c'est le lieu Ateş Gene, Ateşgah. C'est plus correct en persan sûrement. Ateşgah, c'est comme Kıblegah, là où on allume le feu de sacrifice sûrement. Et non pas peut-être pour incinérer les restes des bétails sacrifiés, etc. Bon, c'est un titre. Ça ne renvoie pas complètement au contenu. Et rédaction, ça s'est allé sur plusieurs mois. Et ça a commencé à Istanbul, à Caddebostan, comme une sorte de pièce de théâtre devenue tragique concernant la famille, disons, des sultans, histoire de fils et de princes prétendants, etc. Mais j'ai dû passer à Konya.
en suivant les pistes de Ateşkenez, disons, en fait, surtout Medrese, monastère de Karatay était en vue. J'ai suivi l'autre piste encore concernant Medrese ou monastère de Karatay à Antalya. Donc, tout était déjà rédigé, le sommet était atteint et ça se faisait les choses et c'était l'automne et je suis rentré à Istanbul et en ne trouvant plus rien à ajouter à cette œuvre, en me promenant sans raison précise, je me suis trouvé dans ce lieu, effectivement Şarkulu Dergahı, il faut répéter à chaque fois ce lieu sanctifié. Donc c'est ici que l'œuvre a trouvé une conclusion plus ou moins soutenable et dont le chapitre porte le titre « Les poèmes à cigogne ». Donc la chose la plus intéressante que j'ai trouvé à photographier, c'était juste devant moi un gros arbre qu'on appelle l'arbre de sève, je crois, Sakız Ağacı, et c'était, son cœur était bien rempli de sève, comme de bougies. J'ai cru d'abord que c'était des traces de bougies, du feu donc, mais non, c'était la sève qui descendait. Et je crois que c'est la trace la plus importante qui nous lie avec le Pir Sultan Abdal et les autres. Ça devrait être ça en fait. C'est un signe anagrammatique le plus significatif que j'ai vu ici. Voilà quelque chose à présent comme une émission de sève. C'est quelque chose dans son ascèse, dans son attente, sans attendre. Peut-être que cette sève m'attendait. C'est gluant, c'est attirant, comme un lac, comme un lacet, parce que le vers de Jacques Derrida d'hier soir, j'ai nommé concernant le lacet, lac, c'est la glu du lac qui m'enserre, qui me noyé dans le glou du lac ou de lacet. Cette glouan, englouant, engloutissant, glas, tintamarre. Je vais vous faire écouter, aujourd'hui c'était 10 novembre, donc l'anniversaire de la mort de Grand Atatürk. Là, selon d'habitude, on a entendu les clochers, plutôt les klaxons, mais qui faisaient un effet de clocher. Et je vais vous faire entendre, c'était des klaxons, mais ça faisait un effet de clocher, donc glas. Donc aujourd'hui c'est le jour de glas, non pas de tintamarre, mais il faut réfléchir le glas, c'est-à-dire les échos qui viennent de lointain et qui nous attendent. Autant que nous les attendons, les glas, les clochers, l'appel nous trouve toujours. Et ça attire, ça demande au rendez-vous et on l'obéit. On reste prêt à répondre. Voici une journée ordinaire avec tous ces bruits.